Jacques Attali, la technologie va très vite. Des générations arrivent d'ailleurs qu'on appelle digital natives, c'est-à-dire des générations qui connaissent finalement mieux ces technologies et le numérique que ceux qui sont chargés de les encadrer dans les entreprises. Comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ce numérique qui va si vite et parfois plus vite que ceux qui sont chargés de prendre des décisions? Je pense qu'il y a deux sujets qu'il faut bien distinguer. D'abord, le problème des menaces et le problème de la réponse. Les menaces, quand j'entends le débat qui commence, je pense à cette scène célébrissime de ce film où on voit quelqu'un menacer un autre avec un lasso et l'autre sort le revolver qui le tue. Autrement dit, nous sommes dans un monde d'une extrême barbarie, qui le sera de plus en plus, et où les armes et les moyens de défense les plus sophistiqués, les boucliers les plus complexes, les moyens numériques les plus inventifs seront toujours menacés par les gens qui auront le désir de risquer leur vie ou qui considéreront que donner leur vie constitue leur moyen. Donc, nous sommes dans un monde où le rapport entre la vie et la mort, et la valeur de la vie et la mort n'étant pas le même pour tout le monde, les dangers sont d'une toute autre nature. Je dis d'ailleurs qu'à mon sens, une des choses les plus importantes qu'un responsable de sécurité devrait faire aujourd'hui, c'est de lire des romans de science-fiction, de penser totalement en dehors du contexte à tous les risques et à toutes les possibilités et se mettre à la place de celui qui va le véritablement menacer. En pensant d'ailleurs que très souvent les menaces vont être extrêmement simples. On va parler dans un instant des menaces sophistiquées utilisant des technologies, mais il y a quelques jours, deux camions ont été arrêtés sur une autoroute avec des moyens très simples, et on les a forcés avec des moyens très simples, et on a pris 10 millions d'euros. Oui. Donc, la brutalité, la violence sont là. Nous sommes dans un monde de plus en plus hors du droit, et il faut se mettre en situation d'imaginer toutes les menaces possibles, et en sachant qu'on va toujours être en dessous de la réalité, parce que la réalité est beaucoup plus imaginative. Ce que vous dites, c'est qu'il faut lire George Orwell pour pouvoir imaginer les... Il faut lire Orwell pour imaginer la réponse, pas pour imaginer la menace. Oui. Il y a dans Orwell, en effet, une partie de la réponse qui est la société de surveillance. Oui. Cette société de surveillance qui commence, moi j'avais décrit déjà il y a longtemps comme étant quelque chose qui était en train d'arriver, elle est là. Elle est là, ce qu'on voit partout dans les entreprises, ce qu'on voit dans les villes, ce qu'on voit la montée lente, mais qui va être de plus en plus rapide, de ce que j'ai appelé l'hypersurveillance, c'est-à-dire la possibilité d'être surveillé en permanence, les technologies qui le permettent, l'exemple de Londres, l'exemple de Mexico, montre que l'articulation entre le big data et les caméras, tout ça c'est presque banal maintenant, et ça va être, et d'ailleurs les entreprises et les collectivités c'est un peu pareil, mais il faut, ça c'est l'enjeu immédiat, et c'est un enjeu qui pose en permanence l'enjeu de la liberté, de la démocratie, de la surveillance de l'usage qu'on peut en faire, mais il faut prendre conscience que les citoyens préféreront toujours la sécurité à la liberté, et c'est un grand danger pour la démocratie. Oui. Nous préférons la sécurité à la liberté. Et donc il va falloir mettre cela dans le droit. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qui vont arriver. Je disais tout à l'heure avant qu'on commence qu'un jour, quand je dis un jour, ça veut dire demain matin, et c'est peut-être déjà en train de se faire quelque part, on distribuera dans une entreprise, on dira dans une entreprise ou dans une ville à tous les employés, vous voyez cette montre qui contient toute une série d'informations sur vous, qui va me tenir au courant de tout ce que vous faites. Les objets connectés. Je vous demande de la porter. Ah, vous n'êtes pas obligé de la porter. Mais si vous ne la portez pas, vous êtes suspect. Ouais. Et on verra ça dans les entreprises. Mais ça veut dire... On verra ça dans les villes. Ouais. Et on aura un monde qui va passer de l'hypersurveillance, dans laquelle nous sommes en train d'entrer par les caméras et le big data, à un monde de l'autosurveillance, où chacun sera en situation de se surveiller et sera content de le faire parce que ça fait partie de ce que les montres aux objets connectés nous sont déjà en train de nous instiller sous prétexte de santé, mais beaucoup plus sous prétexte de sécurité. Mais peut-être aussi parce que finalement la menace à laquelle on a affaire aujourd'hui, que ce soit pour les collectivités ou pour les entreprises, c'est que le cheval de Troie, c'est nous. Aujourd'hui, c'est Facebook, c'est Twitter, ce sont nos données personnelles qui peuvent servir de porte d'entrée. C'est évident, ça fait partie des choses qu'on
commence à voir, il y a déjà eu certainement, on le sait même si ce n'est pas tout à fait public, des vols massifs, non seulement de données personnelles, mais des vols massifs sur des comptes bancaires pour des milliards, qui ont déjà été faits, puis ça n'a pas été rendu public. Donc il y a, dans la bataille multimillénaire entre le bouclier et l'épée, c'est toujours l'épée qui gagne, c'est jamais le bouclier. Mais on renforce le bouclier, et puis l'épée finit par l'emporter encore, et on renforce le bouclier. C'est ça l'histoire humaine. Ouais. Et donc, ceux qui sont dans cette salle sont du côté du bouclier. Et donc, ils sont forcément vaincus, jusqu'à inventer de nouvelles technologies, sauf à se mettre eux-mêmes dans leur tête du côté de l'épée. Et donc, à imaginer ce que l'épée va imaginer. Et souvent, l'épée est très simple, très simpliste, ouais, très brutale, parce qu'elle prend des risques que celui qui a le bouclier n'imagine pas que celui qui a l'épée va vouloir prendre. Donc il faut se mettre dans cette réflexion-là. Alors on parle, puisqu'on est finalement les pieds dans la science-fiction aujourd'hui déjà, avec vous Jacques Attali, on parle donc de ces risques qui pointent à l'horizon, mais est-ce que finalement la technologie peut pas aussi être elle-même une réponse? C'est-à-dire, est-ce que la solution n'est pas dans la technologie, celle qu'on est en train de combattre? Non, la technologie est une arme qui est au service des uns et des autres. Ouais. La technologie oui, parce que pour les directeurs de sécurité, c'est peut-être pas forcément une évidence. La technologie est un instrument extraordinaire de sécurité, mais aussi un instrument extraordinaire de menace. Oui. Les drones en sont un exemple. Demain matin, ce qui va se passer avec les nanotechnologies, avec les biotechnologies, tout ça vont être à la fois des instruments de sécurité, de cryptage, d'identification, etc., très, très important, mais en même temps des nouvelles menaces. Donc, il faut bien voir que nous entrons dans un monde où il y a au moins 4 vagues de progrès techniques devant nous. Celle des objets connectés, tout ce qui va avec le numérique, celle des biotechnologies, celle des nanotechnologies et celle des neurosciences, qui sont 4 vagues qui vont être à la fois des vagues de menaces et des vagues de sécurité. Et un directeur de sécurité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se tient en contact très précis de ce que les technologies vont avancer. Parce qu'on va avoir des menaces sur la sécurité de l'eau, par exemple, des menaces sur la sécurité des réseaux électriques, des menaces sur 1000 formes d'organisation dans des sociétés qui sont de plus en plus en réseau, de plus en plus donc fragiles. Nous sommes dans des sociétés de plus en plus précaires, avec des individus, dans nos sociétés en particulier, qui ont de moins en moins envie de risquer leur vie, parce que nous avons une espérance de vie de 80 ans, donc on a beaucoup moins envie de la risquer à 20 ans que quand on en avait 35, ce qui était le cas en 1914. Donc nous sommes avec des sociétés de plus en plus précaires, des systèmes de plus en plus fragiles, et des gens qui ont de moins en moins envie de risquer leur vie. Donc nous sommes des cibles. Ouais. Alors ça va faire le lien avec Marc de Paris et Caroline Posmentier, Jacques Attali, mais finalement j'ai envie de vous dire en vous écoutant, est-ce que les deux questions clés aujourd'hui, entre la menace et la réponse à cette évolution numérique, et y compris lorsqu'elle se traduit dans des menaces physiques et très concrètes, c'est pas est-ce que je suis bien sûr que vous êtes qui vous prétendez être, et 2, est-ce que je suis bien sûr que mes données sont en sécurité avec vous? Ça, c'est ce qui est là maintenant. Ouais. La première préoccupation, me semble-t-il, que devrait avoir un patron d'un système de sécurité, c'est d'imaginer avec le plus de délire possible les risques. Mais vraiment en délirant. Et en se disant que quoi que je délire, je ne délire pas assez. Ce sera en dessous de la vérité. Et donc évidemment, parmi les délires, il y a celui du sosie, du masque, de l'avatar, du cheval de Troie. Parce que même si on délire, il y a quand même des archétypes. Ouais. Et l'archétype du cheval de Troie, qui est quand même une des grandes ruses fondatrices de l'histoire humaine, reste vrai quelles que soient les technologies. Mais je pense que la première chose à faire, c'est dans une situation particulière de sécurité à protéger, imaginer tout ce qui est possible comme menace, et ensuite penser les réponses sécuritaires. Et en sachant que les réponses sécuritaires, de toute façon, elles seront dépassées par d'autres menaces, et qu'il faut en permanence les ajuster. Et en sachant aussi que les menaces les plus difficiles à vaincre sont les menaces les plus simples, les plus brutales, qui viennent de gens qui sont prêts à tout risquer pour faire triompher leur cause. Marc de Paris, est-ce que vous, en tant que directeur de la sécurité d'Airbus, vous êtes prêt à délirer, comme le suggère Jacques Attali?
Je partage beaucoup de choses. Bon, la première chose que je voudrais rappeler, c'est qu'un chef d'entreprise a une responsabilité, une obligation de résultat sur la sécurité de ses employés. Que ce soit aussi bien sur la partie hygiène, sécurité du travail, que sur la partie sécurité, sûreté. Donc l'exercice est déjà difficile. On procède normalement par des analyses de risque, c'est-à-dire qu'on va faire l'état des menaces. Nous ne sommes peut-être pas encore assez inventifs, en effet. Derrière ces états des menaces, l'analyse de risque sur les personnes, l'entreprise va les couvrir. Puis après, il y a le risque financier. Est-ce que je l'assure? Est-ce que je ne l'assure pas? Est-ce que je le prends en compte? Mes plans d'investissement? Et bien sûr, l'évolution des technologies qui vont l'accompagner. Donc oui, il y a cette réflexion. Moi, je suis persuadé d'une chose, l'humain ne remplacera pas toute la technologie. Il nous faut de la technologie, il nous faut des capacités d'analyse plus importantes. Le big data, on l'évoquait, vous reprendrez, c'est certainement, on a à apprendre. Quels sont les comportements, comment on peut détecter les signaux faibles, donc comment intervenir en amont. Bon, la problématique de l'entreprise, c'est de protéger donc ses personnels, mais aussi de protéger son patrimoine. Alors là, je voudrais tout simplement juste ajouter, un fabricant de voitures est tenu à un niveau de sécurité. Sa voiture doit être fiable. Un fabricant de progiciels, de logiciels, il se dégage de toutes ses responsabilités. Pourquoi nous n'avons pas le même niveau d'exigence pour un fabricant de progiciels, de logiciels, Microsoft, au regard d'un fabricant type General Motors? Vous voudriez qu'il soit infaillible? Ou qu'il soit en tout cas garant de cette infaillibilité? Quand on vend un produit, il doit être garanti. Et dans ces produits, il y a des clauses de non-responsabilité. Oui, parce Très que fort. Vous disiez, il y a effectivement le risque et son coût associé, puisque je retrouvais là dans mes notes, PlayStation, Sony, avec le problème qu'ils ont connu de perte de données, 171 millions, le coût global, à la fois de rattraper les pertes de données et puis de corriger l'image. Et ça, lorsqu'on est décisionnaire, lorsqu'on est directeur de la sécurité au sein d'une entreprise, on arrive à faire prendre en compte l'ensemble des risques, y compris adjacents. Je pense que quelque chose n'a pas fonctionné. Quelques têtes vont tomber, et peut-être le CEO d'ailleurs de Sony. Il doit être menacé. Parce que certainement, dans l'entreprise, je pense qu'ils ne sont pas plus idiots, ils sont aussi bien organisés que nous. Des gens avaient dû mener ces analyses de risque. Elles devaient exister. Et les 10, 20, 30 millions qu'ils n'ont pas mis pour protéger leur système, leur coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. Je voudrais revenir sur les normes, donc sur tout ce qui est normatif. L'Europe est absente, les États-Unis poussent. Derrière les normes, ils poussent leurs produits. Ils ont toujours 5 ans d'avance sur nous. Et je pense qu'il est temps aussi à l'Europe de revenir sur ce chantier, de créer un Airbus de l'information, de manière à développer des produits qui puissent être distribués à l'échelon mondial. Aujourd'hui, on réfléchit encore à l'échelon national, à part Dassault et SAP. Il n'y a pas de grands produits européens dans les systèmes d'information, protection inclus. Jacques Attali, vous aviez évidemment travaillé sur, il y a quelques années, un rapport justement sur les moyens de rebond dans notre économie. Il y avait des pistes qui étaient évoquées justement par rapport à ce qui est en train d'être dit, c'est-à-dire tout ce qui est nouvelles technologies, informatique et nécessité de créer en Europe une alternative à ce qui est proposé par les Américains aujourd'hui. Est-ce que finalement ce souhait, aujourd'hui, il n'est pas un peu trop tard? Non, il n'est pas trop tard, bien sûr. Beaucoup de choses auraient dû être faites depuis longtemps, n'ont pas été faites, mais ce n'est pas trop tard. C'est vrai qu'on a absolument besoin aujourd'hui d'une Europe du numérique, d'une Europe du télécom, comme d'une Europe de l'énergie. C'est évident, ça crève les yeux. C'est pas trop tard. C'est encore faisable. Nous avons encore des magnifiques pépites en Europe qui commencent d'ailleurs à être menacées d'être rachetées par les Américains. Ou par les Chinois qui commencent à être extrêmement actifs. Donc je ne pense pas que ça soit trop tard. Mais c'est vrai qu'il y a un danger tout à fait considérable. Là où il y a une articulation qu'on n'a pas évoquée encore et qui me paraît importante, c'est l'articulation entre les enjeux de sécurité et les enjeux d'assurance. Je pense que le couple vainqueur demain sera le couple qui réunira les gestionnaires de données et les compagnies d'assurance. C'est-à-dire Google et AXA, pour prendre des exemples, qui sont relativement incompatibles, puisqu'il y en a un qui est européen et l'autre qui est américain. Mais celui qui sera capable de faire une vraie alliance entre un gestionnaire de données
et une compagnie d'assurance de taille mondiale maîtrisera l'organisation de la santé et l'organisation de la sécurité. Et il fixera les normes. Et beaucoup plus que la puissance publique d'ailleurs, parce que ce sera des normes transnationales que les compagnies d'assurance vont imposer et que les collectivités vont suivre. Donc c'est là que se situe le véritable pouvoir et c'est là que se situe l'enjeu essentiel. Caroline Posmentier, justement, parce que là se posent les questions à la fois de sécurité et puis de liberté individuelle quelque part. Or, j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous m'avez dit lorsqu'on a préparé cette table ronde. Vous m'avez dit finalement les gens, et c'est ce que disait Jacques Attali, ils préfèrent la sécurité à la liberté quelque part, mais ils ne veulent pas le dire, ils ne veulent pas le verbaliser comme ça, et vous me disiez, ils ont peur du mot sécurité. Le mot sécurité fait peur aux citoyens. S'ils ont confiance dans tout ce qui est objet connecté, reconnaissons-le, lorsqu'on leur parle de sécurité connectée, là tout de suite se brandissent les garanties contre lesquelles nous nous battons depuis maintenant des décennies. La loi de 78 en France est quand même un exemple type. Moi je pense que le cadre européen aujourd'hui protège aussi suffisamment. Bien entendu, rien, tout est fragile, notamment dans le domaine du droit, mais pour autant c'est la confiance qui doit être restaurée, et je crois, et c'est ce que nous avons parié à Marseille, que le numérique, les nouvelles technologies, les investissements sur la vidéoprotection permettent de renouer cette confiance avec la sécurité telle qu'elle est vécue par nos concitoyens au quotidien sur des enjeux de tranquillité publique. Vous parlez, voilà, vous utilisez ce mot-là. Vous dites pas sécurité, vous dites tranquillité. Vilain mot, hein. Non, mais justement, non, mais vous parlez d'un observatoire de la tranquillité, c'est-à-dire qu'il y a besoin de passer par les mots rassurants pour finalement aller là où le citoyen attend de la sécurité. Il y a d'abord besoin de savoir quelles sont les applications qui sont faites, notamment par un responsable politique dans le cadre de la protection de ses concitoyens. Aujourd'hui, je crois que les nouvelles technologies vont nous permettre de décloisonner. C'est ce que je vous disais. Lorsque vous avez, comme dans notre municipalité, investi des budgets conséquents sur le recrutement d'effectifs, sur la modernisation, sur l'installation des caméras de vidéoprotection, bon, et après, nous il y en a 600 à peu près. Aujourd'hui, hein, c'est ça 420 policiers, mais c'est pas. Ah non, mais je parlais des caméras. Les caméras, 660 en service. Mais ce qui est important, et ce que je voudrais surtout, ce qui intéresse ce soir, je pense, l'Assemblée, c'est de se dire que à Marseille, nous avons fait le pari pour les 6 années qui viennent de travailler sur un big data de la sécurité. Oui. Effectivement, afin de déterminer les besoins de la collectivité, en partenariat avec ses partenaires, que ce soit les services de l'État, les autres collectivités territoriales ou autres, nous voulons travailler avec la fin de ces silos verticaux qui font que de ne pas décloisonner les données ne vous permettent pas d'avoir un périmètre suffisamment visible pour nos concitoyens. Et à ce moment-là, si on n'a pas de périmètre, on ne sait pas ce qu'on va protéger. Et aujourd'hui, c'est un petit peu vers quoi nous tendons, avec beaucoup d'humilité, parce que les besoins sont importants. Donc nous avons confié récemment une étude à une très très grosse boîte. D'ailleurs, nous étions ravis qu'elle puisse répondre. Vous parliez de Mexico tout à l'heure. C'est effectivement les enjeux de demain. C'est comment cet outil va nous permettre d'avoir une aide à la décision, comment en temps réel le décideur peut mesurer le pouls d'un quartier, d'une rue. Il en va de l'aménagement urbain, il en va des libertés et il en va de la sécurité. C'est-à-dire qu'on est prédictif, c'est-à-dire qu'on est au-delà du big data, on est sur le smart data, c'est-à-dire une capacité à interpréter les données. Et c'est pour prévoir. Et la première étape pour nous, c'est ce choix qui a été fait, et je pense que c'est pour ça que c'est important que le message soit passé, c'est que la première étape, c'est sur la sécurité. Oui. C'est-à-dire que demain, la ville intelligente, pour nous, doit passer d'abord par la Safe City, de façon coordonnée, et en mettant en place, et c'est ce que fait l'administration à Marseille, puisque d'ailleurs, il en va de la responsabilité du maire, en mettant une véritable politique de sécurité des systèmes d'information, avec toute une procédure qui a d'ailleurs été... qui a suivi les recommandations de la CNIL et qui est en route aujourd'hui, et au cœur duquel l'humain est très important. Nous en faisons, les personnels doivent devenir des alerteurs, doivent être vigilants, tous doivent contribuer à ce que les nouvelles technologies et la sécurité soient un bon mariage pour la tranquillité publique et pour faire que les villes de demain soient des villes sûres. Y compris les effectifs, c'est-à-dire l'humain ne disparaît pas, c'est pas Robocop.
la ville de demain. Surtout pas. Ouais. Surtout pas. D'ailleurs, on le voit bien. Moi, je le dis souvent et je sais que dans l'Assemblée, il y a quelqu'un qui connaît bien ce dossier. Lorsque nous avons lancé la vidéoprotection à Marseille, bien sûr qu'il y a un enjeu de sécurité et de sécurité publique. Mais moi, ce que j'aimerais aussi qu'on retienne, c'est la responsabilisation qui a été donnée à nos policiers municipaux, la formation, leur donner l'outil de demain et un partenariat avec leur partenaire indispensable, la police nationale, qui a été restauré, puisque toute la journée autour de cet outil, autour de cette nouvelle technologie, vous avez des hommes et des femmes qui se parlent comme ils ne se parlaient pas, qui échangent des cultures, qui échangent des méthodes de travail, et ça c'est toujours au service, bien entendu, de l'intérêt général. Jacques Attali, par rapport à ces problématiques justement. La sécurité, c'est le dernier rempart de la sécurité. Que la vraie sécurité, elle commence bien avant, elle commence dans la prévention. Elle commence dans le fait que quand il y a moins de chômage, il y a moins de vol à la tire. Elle commence dans la prise de conscience de où sont la réalité des menaces. Sortir des fantasmes, par exemple. Il y a des fantasmes selon lesquels les enfants d'étrangers volent plus que les autres. Ça, c'est un fantasme. Il faut sortir et il faut savoir que c'est dans l'intégration à la société que se situe la véritable sécurité. Comme en matière de santé, la prévention est bien meilleure que le soin. Donc, en matière de sécurité, c'est essentiel. Mais ici, nous sommes au dernier moment, c'est-à-dire au moment où tous les remparts n'ont pas joué. Et là, il est clair qu'il y a nous sommes à la fois très en avance en France et très en retard. Très en avance parce qu'en effet, ce sont des entreprises françaises. Mexico, c'est une entreprise française qui assure Thales, qui assure la mise en place de ce programme qui a l'air tout à fait exceptionnel. Et les résultats tels qu'ils sont donnés sont très encourageants, même si c'est un peu un cauchemar. Mais enfin, la ville de Mexico est en elle-même une merveille et un cauchemar. Mais nous sommes aussi très en retard, ne serait-ce que par rapport à l'Angleterre, à la Grande-Bretagne, dans l'installation de ces moyens de dernier recours, qui sont les moyens de surveillance, et que de toute façon, nous allons y aller. Mais il faut vraiment peser cela et savoir que c'est comme en matière de santé. Il ne faut pas que les dépenses énormes faites en matière de soins soit un obstacle ou un prétexte pour ne pas faire des dépenses en matière de prévention. Parce que c'est toujours la prévention qui est essentielle. Marc de Paris, justement, c'est la question que j'allais vous poser, et vous répondrez à Caroline Posmentier juste après, mais on sentait déjà dans ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un problème aussi d'investissement, de conviction pour pouvoir lancer des programmes qui coûtent très cher sur des risques qui ne sont pas forcément toujours encore avérés, y compris dans l'entreprise. Bon. Enfin, les investissements, déjà à partir du moment où on les fait en amont, je pense qu'on réduit le coût de la sécurité. Donc à partir du moment où on a des projets nouveaux... Donc c'est la prévention qu'on évoquait. Ça participe à la prévention. Et c'est vrai que j'aurais un avis un peu plus partagé sur les caméras. Ce que je peux dire, c'est que dans une entreprise, si on a quelques faits indélictueux, si vous mettez un lecteur ou une caméra, le délit disparaît. Les habitudes disparaissent rapidement. Donc il y a aussi un cadre préventif. Donc pour revenir à votre question sur les investissements, ça ne peut passer que par des analyses de risque, ça peut passer que par une démonstration d'un risque avéré, avec une probabilité. Et je pense que si le dossier est présenté à un chef d'entreprise, je dirais normal, il va aider. Vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous voulez, mais vous aurez un schéma directeur, vous serez capable peut-être de proposer, et notre rôle, de proposer des schémas directeurs sur 4-5 ans, de manière à mettre en place en effet ces investissements, mais aussi identifier les coûts induits, que ce soit la maintenance, et les coûts des personnels. Parce que le matériel sans le personnel, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, avec un risque que vous évoquiez quand on s'est parlé la semaine dernière, qui est de surtout, il ne faut pas devenir Mister No. Ce qui serait peut-être un petit peu le risque du directeur de sécurité aussi. Alors le Mister No, c'est plutôt sur la partie système d'information. Je pense sur aujourd'hui, les gens, enfin au moins pour notre industrie qui est très réglementée, on vit près des aéroports, des aérodromes, donc on est encadré par la loi. Nos employés, nos visiteurs ont l'habitude, c'est pas un problème pour eux de laisser une pièce d'identité. On n'a plus besoin de se battre pour ça. Par contre, en effet, dans les systèmes d'information, nous devons trouver les solutions, nous devons participer à trouver les solutions qui permettent de sécuriser l'entreprise. Sécurité 100% de l'entreprise, c'est une faillite assurée. Il va falloir protéger correctement dans le coffre-fort numérique les joyaux de la couronne, mais uniquement les joyaux de la couronne. Parce que sinon on va tuer la boîte. Et donc nous sommes des acteurs de l'économie dans l'entreprise, nous ne sommes pas uniquement des acteurs sécurité. Et ça c'est très important.
Caroline Posmentier, vous vouliez rebondir justement tout à l'heure sur cette notion à la fois de prévention et de respect des libertés. Non, sur la prévention, je remercie Jacques Attali d'avoir évoqué ce sujet, parce que je crois qu'il faut quand même rappeler que nos institutions sont ainsi faites. Si la sécurité reste une responsabilité régalienne, le législateur a donné aujourd'hui aux maires, depuis quelques années, une obligation d'être un chef d'orchestre de sa politique de prévention et de sécurité sur sa commune. Ça entraîne forcément l'élaboration de diagnostics de sécurité, de contrats locaux, aujourd'hui appelés stratégies territoriales. Or, il est essentiel que tout ce qui concerne les enjeux de sécurité, les nouvelles technologies, apparaissent dans ces diagnostics et dans ces stratégies. Je me souviens de celle de 2010 qui prévoyait justement sur un des axes les personnes. Nous avions fait le choix de travailler sur les mineurs, les lieux, l'espace public et la mise en place de la vidéoprotection, le renfort d'effectifs de police municipale. Donc je dirais aujourd'hui que grâce aux nouvelles technologies telles que nous les utilisons aujourd'hui au niveau des collectivités territoriales, nous pouvons à la fois faire avancer ces deux piliers essentiels que sont la prévention, la dissuasion, puis aussi la sanction, puisque c'est vrai que lorsque les caméras de vidéoprotection, enfin c'est la police qui nous le dit, la direction départementale, 8 affaires sur 10 sont élucidées grâce aux caméras de vidéoprotection. 8 affaires sur 10. C'est encore, c'est des messages qui doivent faire passer. Mais c'est pour ça que la prévention, nous la voyons, je crois aujourd'hui les responsables politiques, nous la voyons vraiment comme une prévention que j'appellerais une prévention ferme, une prévention visible et qui est suivie et qui donne du résultat. Moi, je vous écoute, je vois pour les industriels aussi les enjeux que représente à la fois le numérique et ces questions de sécurité qui sont aussi des sécurité physique, c'est-à-dire que le numérique est là au service de la sécurité physique. Et je pense à Fukushima. Je me dis, voilà, le Japon, producteur des microprocesseurs, le jour où il y a Fukushima et qu'on met le Japon sous cloche, on se retrouve avec une telle interdépendance mondiale qu'on ne peut plus fabriquer de PC portables. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce risque-là d'interdépendance entre les différents industriels sur quelques fournisseurs et un risque de fragilité ? Alors je vais revenir sur les analyses de risque, parce que Fukushima, pour finir, si on a eu un gros problème, c'est que la centrale n'a pas été construite dans les normes et au bon endroit. Oui. Il manquait peut-être quelques mètres. Ça c'est le directeur sécurité donc, qui parle. Ça c'est le premier point. Je pense que les grandes entreprises aujourd'hui veillent au double sourcing, comme on dit en langue anglaise. Donc on est très attentif dans les supply chains, je dirais que soit sur les fragilités de nos fournisseurs, mais aussi de trouver toujours une double source d'approvisionnement. Fukushima, en effet, je pense qu'à pas mal d'entreprises, il y a eu quelques soucis. Oui. Je pense à un fabricant de moteurs d'avion qui s'est fait quelques soucis pour nous pendant quelques semaines. Il a fallu qu'il retrouve une activité ailleurs, qui rapatrie l'activité et de la compétence. On se souvient des PC portables, mais nous sommes interdépendants, et c'est pareil pour Internet. Imaginez une coupure d'Internet au niveau monde. Je ne voudrais pas savoir dans quel état nos bourses seront. D'ailleurs, ils pourront peut-être même plus suivre les cours. Donc sans Internet, plus de vie économique. Donc dans les prochains conflits, les infrastructures vitales, peut-être en effet dans des conflits régionaux, des coupures, mais j'ai du mal à l'imaginer. C'est quand même, peut-être dans un roman de science-fiction, ça vaut une arme nucléaire sur le plan économique. Et c'était ça un peu, c'est vers ça que je voulais aller, Jacques Attali, en guise de conclusion, puisque bon, à la fois on voit que le numérique pose des problèmes, on l'a beaucoup dit, des risques, et de plus en plus, mais apporte aussi des solutions, heureusement. Est-ce qu'on n'est pas finalement vers un monde qui va glisser de la dissuasion nucléaire à la dissuasion numérique, c'est-à-dire la maîtrise de ce risque-là? On aura les deux, évidemment, parce que le nombre de puissances nucléaires est en train d'augmenter et on a un mal fou à l'arrêter aujourd'hui. Le numérique va nous amener à quelque chose de tout à fait nouveau, dont on n'a pas encore pris conscience de l'importance et qu'on voit beaucoup de dimensions dont on n'a pas évoqué ce soir, c'est la transparence. Il va y avoir une dictature de la transparence, y compris dans nos vies privées d'ailleurs. Ce qui va modifier les mœurs, beaucoup de choses. Donc il y a une dictature de la transparence dans laquelle le luxe, et en même temps que le caractère suspect, sera d'être unplug, débranché. Et donc, si on voudra être caché, ça sera suspect, mais ce sera en même temps le grand luxe. Donc nous allons vivre dans une dictature de la transparence.
Et en même temps, nous allons vivre dans un monde, en effet, où les dangers les plus grands seront les dangers de l'absence de redondance. Il faut courir des risques. Les risques, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans risque. Et si on prend plus de risques, comme vous l'avez dit, on est mort. Donc la question, c'est quel risque on n'est pas prêt à prendre. Les risques qu'on n'est pas prêt à prendre, c'est des risques irréversibles. Soit pour l'individu, on va mourir, soit pour une collectivité, elle va faire faillite, soit pour une espèce vivante, l'espèce va disparaître. Et donc il faut mesurer ces différents risques pour l'individu, pour la collectivité et pour l'espèce. C'est pour ça que je suis pour ma part très réservé sur le principe de précaution, que je pense qu'on ne devrait appliquer que s'il y a des risques irréversibles sur l'espèce humaine, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de choses qu'on interdit par le principe de précaution. Mais en même temps, lorsqu'on on interdit un certain nombre de choses, lorsqu'on se protège contre un certain nombre de choses, il faut à tout prix créer les conditions de la redondance pour qu'on puisse survivre à l'élimination d'un outil dont on dispose. Et en effet, comme vous l'avez dit très justement, un des grands dangers dans nos sociétés, c'est que nous sommes dans la démesure babélienne et que quand la tour de Babel disparaît, les choses ne vont pas pour le mieux. Merci beaucoup à vous trois, Jacques Attali, Marc de Paris et Caroline Posmentier pour le début de cette soirée. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent appétit et une bonne continuation pour ce gala de la sécurité 2015.